Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, je reviens avec joie dans un nouvel épisode donc de l'école des chefs, le numéro 4 sur la maîtrise de soi. Vous m'avez manqué, ça fait plusieurs semaines que je reporte ce podcast parce que le travail et mon devoir d'État priment avant tout. Et j'ai été heureux de croiser durant cette période nombreux d'entre vous qui m'ont fait remarquer à quel point ce podcast les aidait dans leur vie, à quel point tout ce qui était dit ici pouvait apporter des choses à la réflexion. Toujours très joyeux d'entendre ça, je vous remercie. Je vous remercie pour vos témoignages. J'ai eu aussi un témoignage féminin qui me disait que le podcast L'école des chefs semblait être réservé aux hommes. Donc j'en profite pour vous faire part de manière publique de mon avis sur cette impression. Non, en réalité, ce podcast se veut vraiment être pour tout le monde. Je pense. Alors moi, je viens d'un milieu de garçons. J'ai pas eu de sœur. J'ai été principalement dans des écoles de garçons. J'ai fait du scoutisme. Enfin voilà, j'ai vécu dans un univers très masculin sur toute ma jeunesse. Et mes seuls contacts avec le sexe féminin, c'est mon épouse, mes filles, ma mère et quelques amis évidemment. J'ai jamais vécu entouré de filles, de femmes, et ce qui fait que voilà, j'ai toujours parfois la femme reste un mystère pour moi. J'avoue ne pas vous avoir percé, comprise. Je ne sais pas dans quelle mesure le fait d'incarner le rôle de chef se fait de manière expressément différente chez la femme de chez l'homme. Je pense que il y a évidemment des facettes psychologiques chez l'homme et la femme qui sont dominantes. Je pense que l'homme est tourné vers l'extérieur, vers l'action, vers le fait de vouloir changer le monde du dehors, tandis que la femme est beaucoup plus intérieure et donc va se concentrer sur des choses plus spirituelles aussi, plus profondes, et qu'on a voilà chacun des sentiments, mais des manières différentes de réagir vis-à-vis de nos sentiments. Après, je vais difficilement rentrer plus en détail dans le sujet parce que je ne l'ai pas préparé là, et puis je ne voudrais pas rentrer dans des caricatures non plus. Mais je pense que hommes et femmes sont appelés à exercer des responsabilités, donc ce podcast s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Comme je vous disais au début, l'école des chefs, ce n'est pas réservé que à des gens qui aspirent à devenir chef d'état-major de l'armée, pape ou président de la République. Ça s'adresse à tout homme, toute femme qui aspire à exercer des responsabilités. Et en fait, c'est pas qu'une aspiration au sens d'un choix. En fait, on doit tous exercer des responsabilités, donc ce podcast s'adresse à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais déjà commencer par répondre à la question qui était posée à la fin du dernier épisode. Pourquoi le métier de chef est-il un beau métier ? Donc, dans le dernier épisode, on disait que ce qui était très important pour un chef, c'était déjà de voir de la grandeur dans sa mission, que ce qui doit nous animer, c'est pas finalement une rentabilité économique, gagner de l'argent, des chiffres, etc., que ce qui doit nous animer, c'est la grandeur. Et donc, pour moi, voilà, si je réponds personnellement à cette question, pourquoi le métier de chef est un beau métier, c'est d'abord parce que quand j'incarne ce rôle de chef, je le fais pas parce que je suis flatté dans mon ego. C'est même quelque chose que j'essaye auquel j'essaie de faire attention, de pas être gagné par l'orgueil, parce que je sais très bien que si l'orgueil me gagne, je vais très vite décevoir tout le monde et m'effondrer, et puis je risque de ne plus être vigilant à toutes les menaces qui me guettent. Donc il faut toujours rester humble et vigilant. En fait, pourquoi je trouve que c'est un métier qui est beau, c'est parce que la mission est belle. C'est parce que je trouve qu'il y a tellement de grandes choses à faire ici-bas. En fait, quand on regarde notre pays, quand on regarde notre terre, on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses à faire dans tous les domaines. Et que celui qui, justement, prend ses responsabilités en guidant les hommes pour atteindre un objectif, c'est quelqu'un d'incroyable. En fait, c'est pas forcément lui qui est particulièrement extraordinaire et magnifique, mais c'est ce qu'il fait. Et en fait, ce qu'il fait le rend effectivement extraordinaire. Et pour moi, voilà, on a vraiment besoin de chefs, parce que s'il n'y a pas de chef, il ne va rien se passer du tout. Les choses vont stagner, elles vont rester en plan. Donc, toute naissance de projet, de prise d'initiative, succès du projet. Mais finalement, le succès n'est pas si important, parce que parfois aussi, dans la vie d'un projet, dans la vie d'un chef, il faut rater des choses pour pouvoir mieux les réussir plus tard. Donc, c'est là aussi où le succès, finalement, est assez relatif. Mais voilà, tout mouvement, je dirais, qui va de l'avant, qui va vers le bien, c'est quelque chose de beau. Et donc, voir quelqu'un qui est capable de s'oublier, de faire preuve d'abnégation, de prendre sur lui, de pas compter son temps, alors qu'en fait tout le monde va avoir des excuses pour ne rien faire, lui justement, il va pas écouter ses excuses. Je trouve ça beau. Alors, dans cet épisode, venons-en au vif du sujet, on va parler de la maîtrise de soi. Alors déjà, premier avertissement avant de rentrer plus en détail dans le sujet,
vous allez parfois avoir l'impression, quand on parle de maîtrise de soi, qu'on parle de qualités qui sont en quelque sorte innées. C'est en gros, en fait, que est un bon chef celui qui sait se maîtriser. Et donc, si vous avez du mal à vous maîtriser, vous ne pourrez en aucun cas être un bon chef. Donc déjà, retirez-vous cette idée-là de la tête. Moi-même, à titre personnel, je vais vous faire une confession un peu intime, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est naturellement maître de lui. Je suis plutôt quelqu'un de colérique. Alors, ceux qui me connaissent savent très bien, enfin ceux qui me connaissent bien, savent très bien que je suis capable d'endurer très longtemps un certain nombre de choses qui peuvent être agaçantes et énervantes, mais que certains propos, certaines attitudes peuvent me faire vriller et qu'il peut m'arriver parfois de sortir de mes gonds et d'être violent avec mon interlocuteur si jamais il passe un certain seuil de limite. Et puis voilà, donc c'est pas forcément bien. Enfin voilà, donc j'ai plutôt un naturel colérique, un naturel où voilà certaines choses m'énervent et donc quand je m'énerve, je peux devenir violent. J'ai jamais frappé ni femme ni enfant, mais voilà, je peux. Certains me connaissent, savent que j'ai cassé un certain nombre de téléphones pour éviter de casser justement des têtes. Donc voilà, c'est évidemment pas ma force naturelle de me maîtriser. Je suis moi-même aussi quelqu'un d'assez sensuel au sens où j'aime bien, je suis un bon vivant quoi. J'aime bien boire, j'aime bien fumer, j'aime bien les bons plats, les bonnes choses. Et pourtant, voilà, il faut être capable justement là-dessus de se maîtriser. Donc ça va être tout le sujet. Et le premier point en fait dans le chapitre du jour du père Gaston Courtois, c'est que la maîtrise de soi, c'est la condition même pour maîtriser les choses. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il faut d'abord commencer par se maîtriser soi-même avant de vouloir maîtriser autrui et maîtriser le monde, de sa manière. C'est d'ailleurs, finalement, on pourrait dire un axiome de base de la psychologie, ou en tout cas du développement personnel, de toute éthique. C'est, vous savez, vous avez deux zones, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode, mais c'est toujours intéressant de le redire. Vous avez la zone des préoccupations. Donc, tout ce qui me préoccupe, c'est tout ce qui va m'agacer, m'obséder, c'est des choses qui peuvent, par exemple, être liées à l'actualité. Donc, le fait qu'il y ait une guerre dans tel pays, le fait qu'il y ait telle difficulté économique dans ma vie, qui dépend pas forcément de mon fait, voilà, mais un peu lointaine, qui me préoccupe, je sais pas, bah, les prix de l'énergie vont augmenter, le prix de l'essence augmente, d'ailleurs, la criminalité augmente aussi. Enfin bref, toutes ces genres de choses qui peuvent créer des soucis, des angoisses. Ça, ce sont donc les préoccupations, la zone des préoccupations. Et puis vous avez la zone d'influence. C'est tout ce sur quoi vous avez une maîtrise. Par exemple, faire votre lit le matin, vous habiller correctement, aller faire du sport, veiller à votre hygiène physique, mais aussi à votre hygiène mentale. Et donc, justement, ne pas vous énerver, bien organiser votre journée. Donc, en gros, voilà, en fait, si on veut grandir, il faut être capable de faire en sorte que notre zone d'influence, donc ce sur quoi on a une maîtrise, soit égale, voire même supérieure, à la zone de vos préoccupations. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, si vous vous préoccupez de choses sur lesquelles vous n'avez aucune maîtrise, vous allez être malheureux, vous allez souffrir. Donc ça, c'est la base. Commencez déjà par vous commander vous-même avant de vouloir commander autrui, parce que c'est impossible de commander autrui si on ne se commande pas soi-même. C'est la base. Alors, deuxième manière dont le père Gaston Courtois développe son propos, c'est la maîtrise de sa langue. Il dit les vrais chefs, ce sont des taiseux. Ils vont pas s'exprimer avec outrance, c'est pas des grandes gueules finalement. Et c'est vrai que souvent on a parfois tendance à dire le gars qui parle le plus fort, qui est capable d'attirer à lui l'attention, ça va être le chef. Non, en fait lui c'est juste un beau parleur. D'accord? Donc soyez bien conscients de la différence. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui font rire les autres, qui attirent l'attention, mais ce sont des paroles. Hein. Et rappelez-vous, il faut toujours distinguer les paroles et les actes. Alors, j'aime bien souvent cette phrase qui dit euh, l'amour, ça n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Donc en fait, vous savez, c'est la fameuse chanson des paroles, des paroles, des paroles. Ben voilà, en fait, tout ça, c'est toujours des paroles. Et tant qu'il n'y a pas des actes qui viennent à un moment donné prouver les choses, bah, on est dans le blabla. Donc, le chef, c'est celui qui, du coup, écoute et parle peu pour agir efficacement. C'est celui qui déteste la parlotte et le bavardage inutile. Vous savez, en France, on a cette obsession de la réunionnite, donc faut toujours parler pendant des heures avant de faire quoi que ce soit. On perd énormément de temps en discours inutiles. Et on dit d'ailleurs que en fait, la logorée verbale,
c'est un indice de manque de maîtrise de soi. Et du coup, finalement, lorsqu'on parle trop et qu'on n'est pas capable, finalement, de faire ses preuves, on vient à se décrédibiliser. Vous savez, vous avez des gens qui sont toujours en train de faire des grands projets, de faire des grandes annonces, de dire plein de trucs, mais en fait, qui font jamais rien. Et puis, il y en a justement souvent ceux qui font plein de trucs, c'est ceux qui disent rien. Alors, moi-même, j'ai parfois tendance parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste, à parler parfois des projets un peu tôt et du coup quand le projet n'a pas lieu, finalement je regrette d'en avoir parlé parce que je me dis finalement j'ai grillé une cartouche, les gens à qui j'en ai parlé voient que je l'ai pas mené à bout, donc je me ridiculise un petit peu. Donc il faut éviter les paroles inutiles, il faut être discret, il faut ne pas livrer ses projets, ne pas livrer ses états d'âme. Richelieu disait le secret est l'âme des affaires et il faut écouter beaucoup et parler peu pour agir efficacement. Deuxième pôle de maîtrise, c'est la maîtrise de ses nerfs. Le père Gaston Courtois écrit « C'est sur les muscles de son visage que se fixe le regard de ces hommes aux heures critiques pour juger de la situation. » Donc, en fait, souvent, on est regardé parce que, justement, c'est sur nous que portent les responsabilités. Et donc, notre manière de réagir face à une situation va être contagieuse. En fait, si je suis serein et calme, alors tous ceux qui sont avec moi, je vais leur communiquer mon calme et ma sérénité. Et de la même manière, on dit le stress, ça se communique. Donc si en fait ça te voit que je suis stressé, je vais stresser tout le monde. Et du coup, tout va partir en cacahuète. Et du coup, pour ça, c'est important de penser que la sérénité égale la sécurité. En fait, votre personne en tant que chef doit dégager une impression de sérénité pour ceux qui vous entourent se sentent eux-mêmes en sécurité. Donc il faut essayer de ne pas se laisser dominer par la peur, par les occupations ou les événements. Comment est-ce qu'on fait pour garder son calme? Déjà, c'est une habitude, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dramatiser les choses. Si vous prenez toujours tout au tragique, si finalement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, vous dites mais là c'est une catastrophe, comment est-ce qu'on va y arriver? Forcément, ça va être vous allez aller de mal en pire. Dites-vous voilà, quand vous avez quelque chose qui s'annonce pas comme prévu, eh bien, dites-vous déjà chaque chose en son temps. Déjà on encaisse, on analyse et après on va réagir. Mais déjà on écoute, on essaie de comprendre avant même de tirer des décisions, parce que c'est souvent les décisions rapides qui sont les pires décisions. Donc, je sais pas moi, vous recevez un mail et qui vous annonce que le projet sur lequel vous étiez en train de travailler depuis déjà 2 semaines n'a pas été accepté par je sais pas moi, pour une réunion, pour être présenté. Bon, voilà, c'est casse-pied, c'est pénible et tout. Mais genre, déjà, détendez-vous, essayez de comprendre, de bien lire le mail 2-3 fois, comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté de vous recevoir pour présenter votre projet. Et déjà, peut-être que si vous révisez votre présentation, vous pourrez de nouveau être admis pour présenter ce que vous vouliez faire. Il y a peut-être d'autres solutions, vous allez peut-être pouvoir contourner. Enfin, en fait, votre vie, là, n'est pas en train de se retourner, vous n'êtes pas en train de mourir parce que vous avez reçu un mail. Vous devez trouver une solution. Et pour trouver la solution, il faut la trouver calmement, sans se précipiter, parce que à force d'être inquiet, déprimé, etc., eh bien, cela va vous rendre impuissant, incompétent. Dans le stress, il y a toujours aussi le fait d'être débordé. Et le père Gaston Courtois me dit, en gros, être débordé, c'est une maladie imaginaire parce qu'on s'auto-suggère qu'on est débordé. C'est en fait, en gros, comment tu vas? En ce moment, je suis débordé, il y a vraiment trop de travail, c'est trop pénible et tout. Finalement, vous finissez par croire à ça et du coup, vous allez vraiment fatigué, être nerveux, alors qu'en fait, la vraie fatigue ne vient pas en tant que telle des choses que vous avez à faire, mais du manque de prévoyance et d'organisation. En gros, il faut se dire que à chaque fois que vous dites je suis débordé, eh bien, ça va finalement devenir une obsession pour vous et vous allez finir par y croire. Et du coup, vous allez devenir de plus en plus impatient, de plus en plus soumis au stress. En fait, oui, mais d'accord, mais on fait comment quand on est vraiment débordé? En fait, qu'est-ce que c'est qu'être débordé? C'est juste avoir une liste de tâches très longue et avoir l'impression qu'on n'aura jamais le temps de le faire. Et ben, c'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir le temps de tout faire.
Parce qu'en fait, tout le monde se retrouve dans cette situation, et surtout les gens qui travaillent le plus et qui font le plus de choses. Donc, dites-vous, chaque chose en son temps. Je prends cette liste des tâches. En fait, au début d'une journée, quand vous savez que vous avez 1000 trucs à faire, ça m'arrive souvent, hein, donc je suis pas parfait sur le truc. Vous dites, en gros, je commence tout de suite. Je perds pas de temps en fait à regarder ce qu'il pourrait y avoir d'autre à faire, etc. J'attaque tout de suite ce boulot parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et en fait, petit à petit, vous êtes gagné par le stress. Du coup, vous le faites mal, vous allez perdre du temps, vous allez décrocher au téléphone pour le moindre truc. En plus, souvent, quand on se lance sur un truc un peu stressé, on n'a pas trop envie de le faire, on appréhende beaucoup. Donc, en fait, la moindre sollicitation extérieure va nous détourner le travail. Donc, en fait, on va perdre encore plus de temps, on va encore faire notre travail de plus en plus mal. Donc, prenez du recul, soufflez, respirez, regardez les tâches que vous avez à faire et dites-vous lesquelles sont urgentes, lesquelles sont importantes, lesquelles sont urgentes et importantes, et lesquelles ne sont ni urgentes ni importantes. Et ensuite, vous faites le tri. Et du coup, vous allez faire ce qui est important et urgent. Ce qui est pas important et qui est peut-être un peu urgent, peut-être que vous pouvez le faire par quelqu'un d'autre, ou même que si jamais c'est pas très important, c'est pas grave si c'est pas fait cette fois-ci. Et puis, vous allez vous organiser. Et typiquement, voilà, en fin de semaine, faut se dire, il y a un lundi après, en fait, c'est pas grave si finalement j'ai pas tout fini pour aujourd'hui, j'essaie de faire le maximum. Et puis, après, voilà, on clôt le téléphone, on clôt l'ordinateur, on clôt la semaine, et on passe à autre chose, et on retravaillera mieux lundi. Voilà. Il faut pas, en gros, se laisser déborder par le travail, parce que souvent, quand on se laisse déborder par le travail, c'est parce qu'on prend tout sans regarder le détail, et on se dit ah il y en a trop, et du coup le ah il y en a trop en plus nous rend impuissants. Euh, je vous cite une citation de Monseigneur Dupanloup qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Comme j'ai toujours plus de choses à faire que de temps pour les faire, et que cette vue me préoccupe et m'entraîne, je ne considère plus les choses que j'ai à faire, mais le temps que j'ai à employer. Je l'emploierai sans rien perdre, en commençant par les choses les plus importantes, et pour celles qui ne seront pas faites, je ne m'en inquiéterai pas. Le chef, c'est celui qui ne connaît pas la peur. Alors, vous allez me dire, oui, ok, mais dans ce cas-là, personne ne peut être chef parce que tout le monde a peur. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est celui qui est capable de dominer ses peurs. On a tous des appréhensions, on a tous des craintes. Mais déjà, l'important, c'est de pas forcément l'exprimer, parce que comme je vous l'ai dit, le stress, ça se communique. Pensez en fait tout simplement à vos enfants. En fait, quand vous êtes enfant, s'il y a de l'orage, et que vous voyez papa et maman qui sont stressés, vous allez vous aussi avoir peur. Si finalement vous voyez que papa et maman sont rassurés et vous rassurent, vous allez vous-même vous rassurer. C'est la même chose dans toutes les responsabilités. Donc, voilà, sachez dompter votre nature, être un peu des comédiens. Parfois, on n'est pas courageux, on a peur, mais il faut faire semblant. C'est comme ça. Et sachez aussi que voilà, il faut accepter les risques dans la vie, et qu'on peut pas, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, il faut pour ça faire preuve de sang-froid, rassurer les siens, éviter la panique, parce que c'est justement ça qui va faire en sorte que les risques vont devenir dangereux. Si on panique pas, si on est serein, eh bien, il y a plus de chances qu'on s'en sorte. Petite pensée qui nous est livrée par le père Gaston Courtois, il dit « Tous ceux qui ont fait la guerre se rappellent le coup d'œil inquiet de la troupe vers l'officier au moment critique. Le calme ou la feinte gaieté d'un jeune chef de section n'était-il pas alors plus générateur de confiance que les cris inarticulés d'un vieil adjudant ?» Le calme, c'est donc toujours ce qui donne l'impression, finalement, de la victoire, de la maîtrise de la situation. Donc, regardez les choses de manière tranquille. C'est aussi, vous savez, parfois dans les situations de stress, notamment sur le combat de rue. Aujourd'hui, on vit, c'est un mystère pour personne, dans un pays où l'insécurité est grandissante. Et une des choses qui peut vous aider à maîtriser les situations, c'est justement votre attitude extérieure. Ne pas laisser transparaître la peur chez vous. Lorsque vous traversez une rue tard le soir, dans la nuit, qu'il y a une bande qui semble un peu à l'aise et un peu menaçante et qui vous regarde, eh bien ne baissez pas les yeux. Ne soyez pas provoquant, ça sert à rien évidemment, mais voilà, n'ayez pas les épaules rentrées, ne donnez pas l'impression finalement d'être une proie et une victime. En gros, regardez la situation, gardez le regard droit et
et surtout ne cherchez pas finalement, ne donnez pas l'impression de vouloir fuir. Il faudra peut-être fuir le moment venu si jamais 4 personnes se mettent à fondre sur vous, mais pour voir justement ces 4 personnes qui fondent sur vous et même peut-être les dissuader de fondre sur vous, il faut que vous leur montriez votre tranquillité. Et c'est peut-être cette tranquillité qui va leur faire peur. Parce que justement, un gars qui a l'air tranquille, même quand vous êtes 4 à le regarder, vous dites, ouais, peut-être que même à 4, en fait, finalement, ce mec-là, s'il est déter, il va pas se laisser faire. Et en fait, on n'a pas envie de s'en prendre à un mec qui veut pas se laisser faire. C'est de la psychologie, c'est du rapport de force, c'est du bluff, mais c'est hyper important. Euh, Autre faculté qu'il faut absolument développer, c'est la patience. En fait, il faut bien comprendre que souvent, ce qui nous fait stresser, c'est parce que on est impatient. C'est parce que on voit que on a tenté un truc et ça n'a pas marché. Je suis l'exemple parfait de ça, le bricolage. À chaque fois que je bricole un truc dans ma maison, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Normal, je ne suis pas naturellement bricoleur, je ne suis pas dans un métier du bâtiment, donc en fait, à chaque fois que je tente un truc, c'est toujours un peu à l'arrache, mal préparé, enfin, ou en tout cas, j'ai regardé un tuto sur YouTube, mais c'était pas tout à fait la même configuration chez moi que sur YouTube. Donc, je vais au magasin de bricolage, j'achète tout ce qu'il faut, etc. Je me lance, et puis là, tout d'un coup, j'en sais rien, j'avais prévu d'enfoncer une cheville dans un mur, et puis je m'aperçois que ce mur est juste imperçable, que voilà, enfin que mon perfo ne fait pas l'affaire et tout. Et du coup, bah, je me dis, tiens, j'ai acheté tout ça pour rien. J'ai perdu mon temps parce que j'ai pas forcément énormément de temps pour bricoler dans ma maison, donc ça me fait chier. Donc je hurle de colère, ça m'énerve, j'ai envie de tout balancer. Et puis si un de mes enfants vient me voir à ce moment-là, j'ai honte de perdre mon truc, donc ça m'énerve encore plus. Bref, vous voyez l'horreur. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est de la patience. Parce qu'en fait, en réalité, si je suis capable de ne pas me stresser parce que je n'arrive pas à percer, à mettre ma fille à l'endroit où je voulais la mettre, il y a sans doute une autre solution. Et il y en a toujours une autre solution. En fait, à chaque fois que je croyais que tout était foutu, que j'allais balancer tout ce que j'avais acheté, que j'avais entamé un chantier de débile et que ça allait complètement foirer, bah, en fait, les choses ont fait que j'ai pu prendre du recul et que je me suis aperçu, en réalité, que j'allais y arriver. Puis j'y suis toujours arrivé, enfin, souvent, parfois avec l'aide d'un copain ou d'un truc, mais voilà, jamais, en fait, une situation est foutue. On va pas jeter sa maison à la poubelle parce qu'on n'arrive pas à mettre une étagère. Donc, il faut être capable de prendre du recul, d'être surtout patient. C'est la patience qui nous permet de trouver une solution. Il est hyper important de savoir hiérarchiser les choses. Comme je disais, il faut voir donc ce qui est important et urgent, etc. Puis il faut aussi avoir conscience que nous-mêmes, nous ne sommes pas des machines. Donc à un moment donné, il va falloir aussi être capable de faire descendre la pression pour pouvoir la faire remonter plus tard. En fait, en gros, si vous êtes tout le temps à flux tendu dans le travail, si vous êtes tout le temps en train d'essayer de finir le maximum de dossiers, d'en faire le plus pour être le meilleur, et c'est évidemment une aspiration qui est tout à fait noble, mais vous allez finir par vous épuiser. Donc, il faut être capable de hiérarchiser les choses, de se dire, bah, à un moment donné, en gros, on arrête de bosser parce que là, de toute façon, on va plus faire grand-chose de très productif parce qu'on est trop fatigué, enfin, que ce soit physiquement ou nerveusement. Et donc, le repos, je l'inclurais même dans l'hygiène de vie. Je vous lis un peu des pensées du père Gaston Courtois. Pour rester calme, le chef doit savoir se ménager. Un chef fatigué, fourbu, harassé, excédé ne saura jamais dominer une situation difficile. C'est tout un art que de connaître ses limites et de ne pas donner dès le début toute sa puissance au point d'être essoufflé au moment où l'on aurait besoin d'un reste de vigueur. La santé et la puissance de travail sont au premier rang des conditions requises pour être un chef. L'immensité de la tâche est moins exigeante encore que la continuité de l'effort. Et tandis que l'infirmité autorise les recherches du savant et les créations de l'artiste, elle constitue un handicap sérieux pour l'action du chef. Donc le chef, c'est celui qui sait se reposer, qui essaye de garder une bonne santé physique, une bonne hygiène de vie. Donc le chef, c'est celui qui est capable de ne pas se mettre une cuite la veille d'un travail important, qui est capable de se coucher tôt. Voilà. Gengis Khan disait le chef infatigable n'est pas apte à commander. Donc en fait, la fatigue, ça existe, mais il faut l'anticiper. Et justement, en fait, celui qui dit je suis fatigué, c'est celui qui n'a pas su se reposer avant. Moi, c'est toujours un peu un exemple que je trouve très vrai. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises dans le travail.
Les gens fatigués sont des gens qui n'ont pas su anticiper leurs besoins de repos auparavant. Normalement, si vous l'avez anticipé, vous n'aurez pas besoin de vous plaindre vis-à-vis des autres. Donc, il faut ne pas se vider complètement, il faut savoir se réserver, il faut aussi, et ça c'est très important, être capable de maintenir un temps pour la spiritualité, pour la réflexion, pour la méditation. Parce que, en fait, à force d'être tout le temps dans l'action, on finit par être justement complètement pressé. Et à un moment donné, à force d'être pressé, on est vidé. On a une sorte d'énergie, en fait, notre énergie spirituelle, qu'on va avoir par la prière, par la contemplation, par la lecture, par la réflexion. Elle va à un moment donné s'épuiser si on est tout le temps en train de faire des trucs et jamais en train de prendre du recul. Donc le chef, c'est celui qui va être capable à un moment donné de sortir de l'action pour s'isoler, pour essayer de contempler, de prier, de faire le bilan, et puis de prendre du recul par rapport à la situation. C'est ça qui va lui redonner des forces et qui va faire en sorte qu'il va toujours avoir plus de ressources intérieures, spirituelles. J'emploie le mot énergique, donc je suis pas forcément persuadé que ce soit le plus opportun, mais en tout cas c'est quand même parlant. Euh, il y a besoin à un moment donné que tout ça soit rechargé comme des batteries pour pouvoir être de nouveau efficace. Enfin, dernier point pour être un bon chef, pour se maîtriser correctement, c'est de savoir maîtriser son cœur. On a dit qu'il faut maîtriser sa parole, donc arrêter de parler trop, etc. Garder un certain nombre d'informations pour soi, même son enthousiasme, ne pas toujours en faire état. Prendre du temps, ne pas dire les choses tout de suite, parce que sinon on va risquer de dire des erreurs. On peut aussi parfois, même en voulant parler trop vite, blesser les gens. Donc voilà, garder sa parole, remuer sa langue cette fois dans sa bouche avant de prendre la parole. Ensuite, donc maîtriser évidemment ses nerfs, essayer de ne pas être celui qui pète des câbles, qui insulte les gens, qui se roule par terre dès que ça va pas. Et enfin, et ça c'est peut-être le point le plus fort, c'est la maîtrise de son cœur. Parce que autant, on va dire, la parole et les nerfs, c'est des choses superficielles, le cœur, c'est beaucoup plus profond, et un cœur blessé, souvent, c'est beaucoup plus difficile de le réparer. En fait, il y a cette dimension affective, c'est-à-dire qu'en gros, dans la vie, je pense que vous l'avez tous peut-être déjà expérimenté au moins un petit peu, ou peut-être chez des personnes plus âgées que vous, c'est qu'il y a des blessures. Et que ces blessures sont peut-être pas forcément irréparables, mais qu'elles laissent des cicatrices, pour le coup, indélébiles, tout au long d'une vie. C'est une trahison, c'est un divorce, c'est un parent qui s'est mal occupé d'un enfant, qui lui a dit des choses atroces, ou qui a fait des choses atroces sur lui. C'est des gens qui voilà, ont eu sur vous des comportements qui sont inadmissibles, déshonorants, voilà, de trahison. Et tout ça, voilà, ça laisse des blessures. Donc, il faut, en tant que chef, être capable de ne pas se faire dévaster par ça. Et c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable, à un moment donné, de prendre du recul et d'encaisser. D'encaisser les coups. Et surtout, ça c'est une dimension qu'évoque pas forcément le père Gaston Courtois, mais moi, avec mon expérience, je peux vraiment vous dire que c'est important. Euh, Parfois, on est très fort. C'est sur le moment, en fait, voilà, on prend un gros coup dans la gueule. Et là, je sais pas, on serre les dents, on l'attrape avec soi. On a l'impression qu'on l'a dépassé, et puis le truc revient 6 mois plus tard. Et là, tout d'un coup, vous vous effondrez, quoi. En fait, toute la douleur que vous aviez réussi sur le moment à encaisser, elle se déclenche avec du retard. C'est exactement comme dans une bagarre. D'ailleurs, en fait, souvent, l'adrénaline fait que quand on prend les coups, on les sent pas. Et c'est le lendemain, quand vous vous levez, que vous apercevez que vous avez ultra mal de partout, des courbatures, un truc pété, vous en étiez pas rendu compte la veille. Enfin, c'est l'horreur. Bon, c'est la même chose, finalement, psychologiquement. Il y a des coups qui vont ressortir plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut des amis, il faut des personnes de confiance, il faut prier, il faut avoir une vie de relation avec Dieu pour parfois s'épancher, dire les choses, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, afin de guérir ces blessures, d'accord, afin de panser la plaie, de cicatriser. Certes, la cicatrice restera toujours, c'est-à-dire qu'en gros, quand il nous arrive une sacrée gamelle dans la vie, ça nous marque pour toujours. Mais néanmoins, on peut continuer d'avancer. Tandis qu'en fait, si la plaie est ouverte et béante et qu'on rajoute du sel dessus,
on est tordu de douleur, on n'arrive à rien. Donc, votre cœur, c'est peut-être la chose la plus noble en vous, parce que c'est ça qui va vous pousser à faire des grandes choses. Mais c'est aussi une chose qu'il va falloir soigner et qu'il va falloir être capable justement de préserver. Le père Gaston Courtois dit en fait, le chef doit forcément avoir un bon cœur. Le chef, c'est quelqu'un vraiment de large, de généreux, qui est capable de grandeur d'âme. Sinon, si on est la petitesse, ça fait pas des chefs, ça fait des sortes de petites merdes, voilà, qui ne mèneront nulle part. Et voilà. Donc, le chef, c'est quelqu'un qui pardonne, euh, qui est large d'esprit, etc. Mais attention, attention, attention. Il ne faut pas se laisser dominer par ses sentiments. Et ça, c'est très vrai aussi chez les hommes, hein, c'est pas un truc de femme. C'est que, en gros, parfois, ce sont des sympathies ou des antipathies irrationnelles, instinctives, qui peuvent nous guider. Je veux dire, je sais pas, telle personne ne vous revient pas sans raison objective. Parfois, vous pouvez avoir tout à fait raison de vous méfier d'une personne. Parce que cette personne a déjà montré par le passé que elle était lâche, qu'elle était fourbe, qu'elle était menteuse, etc. Donc, bon, ça, évidemment, faut se méfier de ces gens-là. Mais quand c'est juste purement instinctif, faites attention. C'est pas ça qui doit, enfin, mais même la sympathie, parce que parfois vous allez vous lier avec une personne qui en fait était derrière ça justement un traître, un lâche, etc. Donc voilà, ne laissez pas parler votre cœur avant votre raison. Évidemment que votre cœur va devoir parler, que votre cœur parfois va, voilà, mais la raison doit d'abord s'exprimer avant le cœur. Et après, on peut faire arbitrer en quelque sorte les deux. Mais voilà, sinon vous allez être à la merci de vos faiblesses. Donc il faut contrôler son cœur, il faut le dominer. Ça peut être valable aussi avec les sentiments amoureux. Je vous renvoie au podcast que j'ai écrit sur l'amour, mais effectivement, on ne choisit pas d'être amoureux d'une personne. L'attraction, en quelque sorte, du cœur, souvent, elle nous tombe dessus parce que voilà, on s'est épris pour une personne et puis des sentiments sont nés. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on suit ses sentiments. Donc, tu vois, je sais pas, si je suis marié, tout d'un coup, j'ai des sentiments qui sont nés avec une autre femme. Est-ce que je vais quitter ma femme pour une autre? Non, c'est absurde. Donc, c'est pour ça qu'il faut dominer ses sentiments, qu'il faut être capable de les mettre à l'écart. C'est pour ça, parfois, qu'il faut prendre des distances avec ses sentiments, avec les personnes, parce que c'est sain, c'est tout. C'est juste que, voilà, il faut être capable de contrôler ses sentiments, sinon on finit par faire des bêtises et le regretter. Donc, voilà, il faut être capable, nous dit le père Gaston Courtois, de renouer avec une vieille vertu médiévale, c'est d'être capable de seigneurie sur soi-même. Hein, donc d'être le seigneur dans son domaine. Notre domaine, c'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre corps. Et donc un homme d'action, il ne se déplore pas à... Un homme d'action, il ne s'arrête pas à déplorer ce qui vient contrarier son action. Il accepte une nouvelle... Un homme d'action, c'est pas celui qui va déplorer ce qui va le contrarier. S'il lui arrive un truc, c'est plutôt celui qui va accepter la contrariété comme une nouvelle donnée du problème et qu'il va falloir résoudre. Alors, la biographie de la semaine, c'était le maréchal Joffre, un maître de sang-froid. Alors, qui c'est le maréchal Joffre? C'est un militaire, il n'est pas maréchal au début. Hein. Il va être celui qui va principalement être un des acteurs principaux de la bataille de la Marne en 1914. En gros, l'armée française est en train de se prendre une branlée monumentale. Et du coup, lui est chargé d'organiser la retraite. Donc, vraiment, le truc pas glorieux du tout. On s'est fait déborder les mecs, on revient. Et donc il va faire ça avec calme et méthode. Parce que c'est vrai que la défaite, justement, ça peut être une blessure du cœur, une blessure des nerfs, et de se dire bon bah ouais voilà, tout est foutu, on n'y arrivera pas, etc. Et puis de toute façon voilà, Paris va se faire prendre, tout est foutu. Mais justement non, lui en gros, il se dit bon ok là c'est le moment de rapatrier les gens parce que sinon ils vont se faire massacrer. Mais on va pas se rapatrier la queue entre les jambes en train de pleurer. On va préparer la contre-offensive. Et c'est ce qu'il va faire dans son QG à Châtillon-sur-Seine. Et il va lancer un ordre du jour qui va être très célèbre dans la postérité, qui illustre vraiment son sang-froid, je cite. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer
devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Donc, vous voyez, c'est un mot qui est à la fois ferme, qui ne cède pas à la panique, qui est rempli de sang-froid et qui n'est pas non plus exagéré. En fait, souvent, voilà, le gros problème du mauvais chef, c'est de parler avec trop d'emphase. On me tient un peu comme un Marseillais, quoi, d'en faire trop. Voilà, mais c'est souvent aussi mon cas. Hein, ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de gérer des projets avec moi, souvent, parfois, quand je suis gagné par le stress, j'ai tendance à en faire des caisses et à exagérer un peu les choses et je communique mon stress et du coup, c'est pas bien. Voilà. Donc, rappelez-vous aussi que tout ça, ça s'apprend. En fait, on ne se maîtrise pas comme ça du jour au lendemain. On ne naît pas maître de soi-même. On apprend à se maîtriser soi-même. Un bel exemple auquel je pense, c'est Saint François de Sales. Saint François de Sales, c'est considéré comme étant le saint, l'évêque, de la maîtrise de soi, de la douceur de tempérament. Et j'avais visité une fois sa maison, et on nous montrait, alors je sais pas si c'est exagéré, vrai, faux et tout, mais bon, en tout cas, l'image est belle, qu'il y a un endroit dans son bureau où le parquet est particulièrement usé et fait presque comme une bosse, enfin comme un trou dans le parquet. Et on nous explique en gros, en fait, c'était justement Saint François de Sales, quand il était en colère, eh bien, il défonçait le sol en martelant avec ses talons. Mais justement, extérieurement, il donnait l'impression d'être un homme d'une douceur extraordinaire. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, comment est-ce qu'il y arrivait? Il y arrivait avec la grâce de Dieu, évidemment, mais il y arrivait aussi par force de caractère, en maîtrisant son tempérament. Autre petit exemple sur Maréchal Joffre. En 1915, il va stabiliser le front. Et en fait, c'est hyper long. Et puis surtout une guerre, quoi. Enfin, vous imaginez les horreurs de la Première Guerre mondiale, enfin, des morts, des charniers horribles, avec les obus, avec le gaz, enfin bref. Vraiment la guerre sale et horrible. Et dans tout ça, il arrive à ne pas se faire gagner par l'usure. Parce qu'effectivement, en fait, à force d'envoyer des gens se battre, de pas gagner des éclats magnifiques dans le combat, eh bien, on a tendance, à un moment donné, à déprimer. Eh bien, justement, lui, il a réussi à vaincre ça. Et quand il parle des ennemis, il dit « je les grignote ». En fait, voilà, on se dit, en fait, c'est la persévérance. C'est qu'en gros, on gagne jamais d'un coup tout. On va faire par petits bouts. Chaque jour, je fais un truc. J'en profite, justement, c'est le carême. Et souvent, moi, ma difficulté par le carême, c'est de prendre des efforts trop exigeants au début du carême et de m'arrêter premier dimanche de carême. Je me souviens, je sais plus, c'est une année. On avait arrêté de manger de la viande, des laitages, de l'alcool, fumé, tout ça et tout. Voilà. On fait ça, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis là arrive le dimanche, on fait une petite pause quand même, on va manger une petite viande. Et en plus, c'était quelqu'un qui était chez nous qui propose le truc, quoi. Qui avait un peu peur. On mange de la viande et tout, on boit un peu de vin. Et puis du coup, le lundi, impossible de redémarrer. Et puis finalement, on a fait un carême pourri. Enfin, en tout cas, on a abandonné les trois quarts de ces résolutions de dingue qu'on s'était imposées. Voilà, donc parfois, il faut se dire, en gros, chaque jour, je fais un truc. En gros, là, par exemple, mettons, si j'ai choisi comme effort de pas boire de vin, je me dis, bon, bah, en gros, pas boire de vin 24 heures, ça n'a rien de particulièrement difficile. Donc, en fait, là, maintenant, tout de suite, juste à ne pas boire de vin maintenant. Et puis ce soir, de ne pas en boire ce soir à table. Et puis on verra bien demain. Et puis bah, demain, je recommence. Voilà. Mais en fait, c'est la même chose. C'est à chaque jour suffit sa peine. La persévérance, c'est vraiment de se dire, en gros, chaque jour, une petite chose. Joffre, il va connaître aussi des échecs. En 1915, toutes les offensives qu'il va mener en Champagne, en Artois, vont coûter très cher en vie humaine. Il va se faire lourdement critiquer. Et il arrive à ne pas perdre son sang-froid face à ses échecs et ajuster en permanence, finalement, son plan. En gros, voilà, il ne se résigne pas, il ne panique pas. Il va justement remplacer d'autres généraux qui, eux, sont complètement dépassés par la situation. Et c'est qu'est-ce qui va sauver finalement son armée et qui va, je pense, en fait, en réalité sauver la France, même s'il n'est pas tout seul à sauver la France, c'est justement cette vertu d'être imperturbable, de garder son sang-froid. Juste un petit exemple aussi d'humilité. Il va être félicité justement après la victoire de la Marne et il répond: ne me félicitez pas, c'est von Kluck qui a perdu la bataille, ce n'est pas moi qui l'ai gagnée. Donc en fait, c'est aussi une manière, ce que je vous disais au début du podcast, en gros, garder son sang-froid aussi, même vis-à-vis des choses qui peuvent trop vous réjouir.
C'est de se dire, en gros, parfois, effectivement, quand on est chef, quand on réussit des projets, on peut dire, ah ouais, franchement, je commence à être vraiment super fort, je fais des trucs trop stylés et tout. Mais en fait, c'est le pire truc. Il faut surtout se convaincre de sa médiocrité et que, en fait, si on a réussi, c'est parce que c'était facile de sa manière, enfin, qu'il y a d'autres choses qui ont fonctionné, qui nous ont aidés à réussir. Nous, on a juste porté le projet, mais en fait, si on a réussi, c'est parce que, bah, on a des gens qui nous ont aidés, parce que le bon Dieu a fait que il voulait que ça marche. Et donc, du coup, parce que sinon, en fait, l'orgueil va nous faire perdre de vue ce que l'on est vraiment. Et du coup, on va être beaucoup trop confiant. Et du coup, on va se rétamer dans les escaliers. Donc voilà, humilité, et puis capable aussi voilà, d'encaisser des critiques. Justement, en fait, on va à un moment donné lui reprocher d'être voilà, enfin, un certain nombre de choses. Et du coup, il répond au président, Poincaré. Euh, Alors, monsieur le président, il me restait qu'à aller me faire tuer devant mes troupes. Donc, phrase à la fois théâtrale et maîtrisée, mais en gros, ça révèle son sens du devoir qui est poussé à l'extrême, sans verser non plus dans l'hystérie, sans s'énerver, sans taper du poing sur la table devant le président. Il dit les choses, voilà, mais il montre justement un petit peu l'absurdité de ce qui lui est reproché. Donc voilà, je vous invite à lire la biographie de Joffre, à vous pencher sur le personnage qui est un exemple de sang-froid. Alors, quelles sont les réflexions personnelles à se poser cette semaine? Premièrement, demandez-vous, est-ce qu'on peut dire de vous que vous avez de la volonté, de la détermination et du caractère, ou est-ce qu'au contraire, on dit de vous plutôt que vous êtes un mou, un paresseux? Donc, vous savez vers quel but il faut tendre. Êtes-vous quelqu'un sur qui on peut compter? Est-ce qu'il y a des gens parfois qui vont faire appel à vous pour des projets? Ou est-ce que finalement vous êtes plutôt quelqu'un qui dit oui et puis qui, une semaine après, rappelle et dit bah en fait non. Vous voyez, en gros, c'est très important d'avoir le sens de la parole donnée, d'avoir de la détermination dans vos engagements. Quand vous les avez pris, vous étiez libre, maintenant il faut les tenir. Le matin, est-ce que tu arrives à te lever énergiquement quand ton réveil sonne, ou est-ce que tu traînes au lit pendant 1 heure parce que c'est trop dur de te lever? Est-ce que tu es ordonné? Est-ce que tu ranges tes affaires quand tu arrives chez toi, avant de travailler, après avoir travaillé, ou est-ce que tu travailles dans le bordel en permanence? Est-ce que tu es capable d'écouter pendant 10 minutes quelqu'un qui t'énerve, sans toi-même t'énerver? Ça, j'avoue, c'est pas facile, mais voilà, il faut travailler là-dessus. Alors vous pourriez dire, ouais, mais dans la vie, il faut être sincère. Alors là, ça m'a fait penser à un philosophe que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Jacques Ellul, et qui dit en fait que la sincérité, parce que c'est un peu le mot d'ordre de la société, il faut être sincère, il faut dire ce qu'on pense, etc. En fait, ça cache de l'égoïsme. En gros, en fait, en réalité, euh, la personne qui se déclare sincère avec elle-même, c'est un moyen pour justifier en fait tous ses comportements qui sont complètement égocentriques. Et du coup, en fait, c'est un lieu commun dans notre société moderne, mais c'est une formulation vraiment toute faite. Et si on regarde bien, la sincérité, ça cache souvent voilà, une forme d'égocentrisme où on n'est pas capable d'accepter la vie des autres. En fait, voilà, les simples règles de la vie en société. En fait, dans la vie en société, il faut être parfois capable d'être bienveillant vis-à-vis des autres, de pas, enfin, d'écouter les gens, etc., etc. Est-ce que tu sais rester flegmatique et encaisser les blessures, ou est-ce que tu finis prostré, effondré, ratatiné, à gémir par terre dès qu'il t'arrive le moindre truc? Est-ce que tu te plains souvent de la fatigue, du froid, de la chaleur, du mal de dos, de la faim? Auquel cas, bah, essaye d'apprendre à garder ces plaintes pour toi, parce que ça ne change rien en fait de dire ça. C'est pas parce que tu dis que tu es fatigué que tout d'un coup tu vas être en forme. Tu vas juste fatiguer ton entourage. Est-ce que tu fermes les portes doucement, ou est-ce que tu les fermes à l'arrache n'importe comment? Bon, ça, sur le moment, quand j'ai lu ça, je me suis dit pourquoi il dit ça? Mais en fait, si, ça montre aussi la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le gars qui prend le temps de fermer, d'accompagner la porte doucement à sa fermeture, il pense à tout, il maîtrise les choses. Celui qui laisse la porte se claquer, bah, finalement, c'est un peu le gars qui est trop pressé, trop rapide. Est-ce qu'il t'arrive de te priver volontairement d'un plaisir juste pour éprouver ta volonté et, on pourrait dire, ton tonus? Donc, l'exemple, est-ce que ça t'arrive de t'entendre prendre une douche froide? Est-ce que ça t'arrive de ne pas allumer ton téléphone avant une certaine heure?
de refuser une cigarette parce que tu te dis: «Bah, finalement, celle-là, est-ce que j'ai vraiment envie de la fumer? Est-ce qu'elle va vraiment être agréable?» Est-ce que tu es capable de t'arrêter quand tu fais quelque chose que tu adores pour rendre un service? En gros, quelqu'un te demande, moi, c'est le truc qui m'impressionne chez les moines, normalement, quand la sonnerie de l'office sonne, sauf certains moines qui ont vraiment des responsabilités obligatoires, genre le père hôtelier, mais quand la sonnerie sonne, eh ben, ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je sais pas, le gars, il a quasiment fini de fendre une bûche. C'est assez jouitif de finir de fendre une bûche. Ça sonne, non. Il range l'outil, il va à l'office. Voilà donc les réflexions de la semaine. Et je vais vous donner aussi une citation qui était le conseil que donnait un patron en cas de crise. Ne dites pas à vos collaborateurs ce n'est rien. Vous êtes des poltrons. Mais n'exagérez pas non plus en sens inverse en leur criant tout est perdu sauf qui peut. Dites-leur plutôt la situation est très grave et nécessite toute votre énergie. Mais restez calme et ayez confiance en la fermeté, comme j'ai confiance entre votre dévouement. Alors, quels sont les exercices à essayer de mettre en pratique cette semaine? C'est de choisir 10 actes pénibles, mais utiles, que tu vas réaliser toute cette semaine. Je te donne des exemples. Ça peut être de rendre visite à une personne âgée. Je sais pas, si tes parents, tes grands-parents, je sais pas, quelqu'un que tu connais qui est vieux, qui est dans une maison de retraite tout seul ou dans sa maison tout seul. C'est de prendre une douche froide. Ça sert pas à grand chose, je suis d'accord, mais en fait, si ça sert à un truc, ça sert à te tonifier. Quand tu sors de la douche froide, t'es plus motivé pour attaquer ta journée, t'es content de l'avoir fait, voilà. Courir, va courir, c'est toujours utile d'aller courir. Lis un livre au lieu de regarder une série, par exemple. Fais des pompes le matin. Euh, Ne bois pas d'alcool pendant 48 heures. Arrête de fumer. Si t'es un gros fumeur, bah, essaie d'arrêter de fumer au moins 24 heures. Voilà. Fais 30 minutes de prière, d'oraison, de méditation avant d'aller au travail le matin, en te levant 30 minutes plus tôt. Voilà. Bon, bref, c'est des exemples, hein, tu peux faire autre chose, mais voilà, c'est des petites choses à essayer de faire. Pour quoi? Pour essayer justement de renforcer ta volonté, parce que plus ta volonté est forte, plus tu vas te maîtriser. Alors, petit sujet de réflexion aussi pour la semaine. Qu'est-ce qui compte le plus pour un pays? Des hommes intelligents ou des hommes de caractère? Deuxième sujet de réflexion, est-ce que la vie privée du chef a des répercussions sur sa vie publique? Petite pensée de la semaine, il faut au chef un moral particulièrement élevé et une maîtrise absolue de lui-même qui lui permettent au milieu des difficultés de s'imposer par son calme à ses subordonnés. C'était le maréchal Joffre. Voilà les amis, l'épisode de la semaine est fini. Je vous invite donc à méditer tout ça, à mettre en pratique tout ça, à faire vos exercices de la semaine en vous imposant des actes qui vont renforcer votre volonté. Surtout, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cet épisode, à mettre une super note sur le retour au réel, à en parler autour de vous, à le faire connaître, à partager l'épisode autour de vous. Voilà, tout ça va faire en sorte que ce podcast aura de plus en plus d'audience et va faire en sorte qu'il mérite de plus en plus mon attention pour être fait, me motiver à le faire. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le retour au réel.